Le gouvernement, dans son projet de budget 2025, prévoit une croissance de 1,1% pour l'an prochain, pour 2025. Tiens, et si c'était encore moins? Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Est-ce que là, en disant ça, on n'est pas en train de voir le verre d'eau à moitié vide? On pourrait se dire que les baisses de taux à venir, il y en a encore de prévues de la BCE ce jeudi, ça va aider, ça mettra du carburant dans la machine économique. On peut se dire aussi qu'on a eu les chiffres d'inflation ce matin. Pour la France, c'est pas 1,2, c'est 1,1%. Jean-Marc, sur un an en septembre, et ça va rendre du pouvoir d'achat aux Français. Donc, on n'a pas tort comme ça d'imaginer le pire. Vous n'avez pas tort d'imaginer le pire? Je ne sais pas, j'essaie juste de me placer dans une perspective un peu longue. Déjà, quand on regarde les prévisions du gouvernement, qui sont associées chaque année à la loi de finances, et c'est normal que ça soit associé à la loi de finances, puisque la croissance, c'est ce qui va déterminer les recettes de l'État l'an prochain, et donc c'est le paysage budgétaire, c'est un moment important de la loi de finances, cette prévision de croissance. Et quand on regarde sur longue période, j'ai regardé sur 30 ans ces prévisions de croissance, le gouvernement, en moyenne, il a surestimé la croissance de pratiquement 1,5 point chaque année. C'est rarement sous-estimé. Et encore, j'ai enlevé de la moyenne le choc de 2020 en considérant celui-là était totalement imprévu. Surestime de 0 combien? 0,4 0,4, exactement, c'est 0,4. À chaque fois. C'est 0,4 c'est points. Pas rien. Et quand on regarde en fait les années où le gouvernement s'est trompé dans le mauvais sens, il y en a un tout petit peu plus que les années où il s'est trompé dans le bon sens, mais quand il se trompe dans le mauvais sens, c'est-à-dire quand il est trop optimiste, il est beaucoup trop optimiste. Et donc voilà, la simple recension de ce qui s'est passé par le passé amène à se poser des questions sur cette prévision. Donc ça c'est le premier point. Le gouvernement, il se trompe, et il a une bonne raison de se tromper, parce que quand il se trompe, il peut expliquer qu'il n'y a pas tant d'efforts que ça à faire. La seconde raison, c'est que les économistes de Bercy, ils n'ont pas intégré dans leurs calculs l'impact du budget. Or, le budget, j'imagine que vous en avez déjà parlé ici, il intègre un certain nombre de mesures qui ne vont pas être favorables à la croissance. Quand vous avez un effet, alors on peut discuter, est-ce que ça va être 60 milliards d'euros? Est-ce que ça va être 42 milliards, comme le dit le Conseil des finances publiques? Je pense qu'on le saura de toute façon ex post et que le chiffre sera encore un autre. Avec plus hausse d'impôts. Avec plus d'impôts et sans doute moins de baisse de dépenses. Mais enfin, de toute façon, on va avoir un budget qui va être beaucoup moins expansionniste. Quand vous regardez ce qui a tiré l'activité en France ces derniers mois, la composante la plus dynamique de la demande, c'est la dépense publique. L'an prochain, on n'aura pas ça. Et donc... on peut se dire, la prévision du gouvernement, elle est dans la moyenne des instituts privés qui font des prévisions. Voilà, on a un peu plus de 1%. Oui, mais c'était avant. Mais le gouvernement, lui, quand il a fait cette prévision, il savait qu'il allait prévoir un budget qui allait avoir un impact qui va forcément peser sur la croissance. Il y aura quel impact alors? Ça, je ne sais pas. Déjà, il faudrait savoir ce qu'il va y avoir dedans. On nous a dit qu'il y aura 2 tiers de baisse de dépenses, 1 tiers de hausse des impôts. Il y a des travaux, alors qui ont été contestés, mais il y avait des travaux académiques qui avaient montré que quand dans un plan d'économie, il y avait plus de baisse de dépenses que de hausse d'impôts, ça pesait moins sur la croissance que quand il y avait... Moins, mais à quelle hauteur? Plus de On n'a hausse pas des d'impôts. chiffres Non. Il y a ce qu'on appelle le multiplicateur budgétaire, c'est l'impact du budget sur la croissance. Il marche dans l'autre sens aussi, quand il y a plus de dépenses publiques, c'est du keynésianisme à l'envers, quoi. Et donc, il y a des foules de travaux là-dessus qui ont été faits notamment après la crise de 2011-2012, la crise de la zone euro, où les gouvernements ont serré très très fort les budgets ensemble, en même temps. En particulier en France, mais effectivement dans les autres pays. Et donc, ils l'ont fait notamment sur la foi de travaux qui disait quand on baisse beaucoup le déficit, mais qu'on le fait en agissant plus sur les dépenses que sur les recettes, c'est moins grave et ça n'a pas des effets. C'est pas ce qu'on a fait en France. Ça n'a pas des effets qu'on a fait en France à l'époque. Oui, c'est pas ce qu'on a fait en France. Mais dans d'autres pays, on a fait ça, puis on s'est rendu compte que quand on serre tous en même temps, les effets récessifs sont plus grands. Donc ce multiplicateur budgétaire, il est extrêmement difficile. On n'a pas une vague estimation sur un plan à 40 ou 60 milliards d'euros d'efforts? Alors l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, va donner demain son chiffrage, mais
déjà, on ne sait même pas la composition entre hausse des impôts et baisse des dépenses. Moi, je vous fiche mon billet que quand dans 18 mois, on fera le point de ce qui s'est passé en 2025, on dira il y a eu finalement beaucoup plus de hausse d'impôts que de baisse de dépenses. Oui. Et donc, c'est très dans le même sens, là. et donc, c'est très difficile d'évaluer l'impact réel du... Mais il y aura un impact négatif qui va réduire l'activité et la croissance. Voilà. Évidemment. Il n'y a pas tortillé. Les entreprises qui vont payer beaucoup plus d'impôts sur les sociétés, ça ne va pas les inciter à investir. Alors, je ne dis pas qu'elles vont sabrer massivement dans leurs investissements, mais ça ne va pas les inciter à investir. Quoi qu'on dise, alors on fait des habillages, mais ce qui se prépare sur les cotisations sociales, c'est une hausse des cotisations sociales au voisinage du SMIC. Et ça, patronale, cotisation. Oui, mais bon, quand vous êtes employeur, vous vous en fichez que ce soit... Ce qui compte, c'est ce que vous avez à payer. Et ce que vous avez à payer... C'est 4 milliards de plus quand même. Oui, ce que les employeurs vont avoir, c'est eux les employeurs qui vont avoir à payer. J'ai vu le chiffre de 4 milliards et de 8 milliards. J'ai vu les deux chiffres passer, je pense que c'est 4 milliards autour du SMIC. Oui, enfin c'est ce qui est prévu initialement. On a aussi plus 3 milliards de taxes sur l'électricité, on sait que ça va être plus 6. Bon, donc vous voyez, c'est très difficile dans ce flou. Et en même temps, ce flou, il est normal quand vous regardez les conditions dans lesquelles ont été faites dans lesquelles a été fait ce budget. C'est des conditions qui sont inouïes. On a fait le budget en 15 jours. Et donc c'est normal qu'il y ait plein de choses qui flottent encore. Donc vous n'avez pas un biais négatif. Vous dites, voilà, sur longue période, sur 30 ans, le gouvernement a toujours surestimé en moyenne de 0,4 points la croissance. Donc 1,1, ça sera en dessous. Il y a l'effet récessif du plan de redressement des comptes publics qui n'est pas clair, à la fois dans son montant, dans sa composition, dans ses mesures. Donc on ne sera pas 1,1% de croissance l'an prochain, on sera plus bas, mais quoi, 0,7. Il y a deux bonnes surprises qui sont possibles, il faut être clair là-dessus. J'en ai parlé, la BCE qui baisse ses taux. Et l'inflation qui reflue. Pour moi, ce n'est pas les deux plus importantes. Pour moi, les deux plus importantes, c'est premièrement le pétrole. On peut imaginer un scénario où le pétrole explose si l'Israël... C'est encore des mauvaises nouvelles, ça. Israël se bat avec l'Iran. Mais on peut aussi imaginer un scénario qui va totalement dans l'autre sens. Je rappelle une information très importante qui, je trouve, qui est passée un petit peu sous le radar il y a 15 jours. C'est l'Arabie Saoudite qui a dit « Je veux récupérer ma part de marché ». La dernière fois qu'elle a dit ça, c'était il y a exactement 10 ans, 2014. Le prix du pétrole s'était absolument effondré. En partant d'un niveau qui était haut à l'époque. Oui, mais il était moins haut qu'aujourd'hui. Et donc, il s'était effondré. Et je vous rappelle que 2015, 2016 et en partie 2017, il faut du temps pour que les effets d'une baisse du pétrole se diffusent, mais on avait eu une croissance qui était repartie très vigoureusement. Donc on pourrait avoir ça. C'est pas le scénario central, mais il peut tout à fait se passer. On peut s'y raccrocher un petit peu aussi. Parce que... Quand l'Arabie Saoudite dit « je vais baisser, je veux récupérer ma part de marché », on sait que ça peut avoir des effets absolument majeurs sur qu'elle produira plus, sur le prix du pétrole. Ça veut dire qu'elle produira plus, voire beaucoup plus. Ça, c'est la première chose qui peut être favorable sur 2025. La deuxième chose, c'est que les consommateurs se décident enfin à consommer. Je vous rappelle qu'en 2024, toutes les prévisions disaient la consommation va repartir vigoureusement parce qu'on donne du pouvoir d'achat. Vous allez raconter la même histoire sur 2025 avec la baisse des taux d'intérêt. Bon, sauf que l'inflation n'est pas au même endroit. Sauf que cette année, ça n'a pas marché. Et ce qui a tiré la croissance, c'était les exportations et un peu la dépense publique. Et évidemment, en termes de recettes budgétaires, c'est pas du tout la même chose. C'est pour ça qu'on voit une impasse absolument majeure cette année. Mais ça peut finir par se produire l'an prochain. Donc on peut avoir les Français qui tirent enfin sur leur épargne, qui est, je rappelle, d'un cinquième de plus de ce qu'elle était avant le Covid. C'est absolument massif. Il faut lire évidemment Jean-Marc Vittori dans Les Échos. Vous écrivez aujourd'hui, ce matin, le morne est la norme, s'agissant de la croissance. Ça veut dire que notre référentiel, les 2% de croissance qu'on a eu par an depuis 30 ans, c'est fini. On faut arrêter de prendre ça comme référentiel. On ne les a pas eus. Quand vous regardez sur longue période, alors là j'ai regardé sur 75 ans, en fait vous avez 3 périodes dans l'histoire de la croissance française depuis 75 ans. Vous avez ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, donc de la guerre jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'au milieu des années 70. Donc là on a plus de 5% de croissance par an. Tout a été détruit, il fallait tout reconstruire. Il fallait tout reconstruire et puis on a beaucoup copié le modèle américain. C'était d'ailleurs le titre
d'un livre célèbre de Jean-Jacques Sargon-Schreiber dans les années 1960, le modèle américain. On a copié les méthodes de production américaines, c'est-à-dire on est passé vraiment à la révolution industrielle, et donc on a fait des gains de productivité absolument massifs. La deuxième période, c'est du milieu des années 70 jusqu'à la crise financière de 2008. Donc post-premier choc pétrolier, jusqu'à la crise financière de 2008. Voilà, et là on se rend compte que finalement, alors que c'est une période qui a été marquée par des épisodes économiques de nature extrêmement différente, on a finalement une assez grande continuité sur la croissance, avec une croissance qui est un peu supérieure à 2%, c'est le chiffre que vous citiez. Mais depuis 2008, la croissance, elle est à 1%. Et c'est l'autre point, moi, qui me fait dire, les espoirs de rebond, moi, me paraissent un petit peu excessifs, parce que depuis 15 ans, on a 1% de croissance. On a 1% de croissance pour des raisons profondes. On a des problèmes financiers du côté public qui amène évidemment à serrer les choses, mais aussi du côté privé. Et on voit bien quand on fait des comparaisons internationales que la France investit relativement peu, notamment en recherche-développement, mais pas seulement. Mais quand vous investissez peu, vous préparez moins l'avenir. Il y a aussi des raisons démographiques. Donc il y a toute une série de raisons qui amènent à avoir une croissance qui est une croissance lente. C'est pour ça que je disais que le morne est la norme. C'est pas suffisant. Et attendez, et dans les années à venir, on ne va pas faire un effort budgétaire seulement l'an prochain. Quand vous regardez ce qu'ont fait les travaux, des différents organismes qui ont fait les travaux, il y a l'Institut des politiques publiques, il y a le think tank Bruegel à Bruxelles, qui ont fait essayer de tracer des voies budgétaires pour la France. Ça suppose de faire pendant plusieurs années un effort de 0,5 à 1 point de PIB chaque année pendant 4, voire 7 ans. Et donc ça va fatalement peser. Et donc ce 1%, il paraît même être la partie haute de ce qu'on peut espérer dans les années à venir. Voilà. Alors, est-ce que ça suffit ? Quand vous avez une croissance qui passe à moins de 1%, vous avez une population qui croît de 0,3 à 0,4%, ça veut dire que le pouvoir d'achat grimpe à peine, ça veut dire qu'il y a des millions de gens qui perdent en pouvoir d'achat chaque année. Alors, socialement, c'est pas évident. Et puis, ensuite, on a même des endroits où on sait qu'il va falloir qu'on dépense beaucoup plus. Si on sait qu'on va devoir dépenser plus en défense, moi j'aimerais bien que le monde soit un monde de bisounours où ça serait la paix partout, mais quand on ouvre un tout petit peu les yeux, on voit que c'est pas ça qui se passe, et même pas très loin de chez nous. Donc plus pour la défense, plus pour la santé, c'est inévitable avec le vieillissement de la population. Il va falloir plus pour l'éducation, et il va falloir plus pour la transition écologique. Et donc si on a pas de croissance ou une croissance quasi nulle, ça va être beaucoup plus compliqué de financer ce qui est 4 priorités absolument essentielles pour les années, même les décennies à venir. Vous avez une corde avec vous, là ? Il faut me la filer. Non, mais il y a de quoi. Parce que la seule planche de salut, c'est de se dire que l'Arabie Saoudite va chercher à récupérer sa première place, sa part de marché en tant que premier producteur mondial, et donc ça fera baisser les prix du pétrole. C'est le seul espoir, il est là ? Oui, mais ça veut dire qu'il y a un moment, il faudra qu'on fasse des choix autrement plus importants que ceux qui ont été faits aujourd'hui, qu'il faudra réorganiser, qu'il faudra réallouer des ressources de manière tout à fait importante. On l'a fait. Le problème, c'est qu'en France, on le fait dans des épisodes qui sont souvent des épisodes assez violents, assez brutaux, pas toujours violents. On a eu un épisode très violent il y a 2 siècles et demi qui s'appelait la Révolution française, qui était né de problèmes budgétaires. Je rappelle que la convocation des États généraux, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'argent dans les caisses et que les aristocrates s'accrochent à leurs privilèges fiscaux, toute ressemblance, etc. Évidemment. Plus proche de nous. 1958, mais ça a même été un changement de régime, un changement de république. Quelqu'un qui est arrivé au pouvoir par des voies qui étaient à la limite légales. Ça a été dénoncé comme étant un coup d'État ou un putsch. C'était le général de Gaulle en 1958. Général de Gaulle en 1958 qui, dans son premier grand discours économique qui fait fin 1958, dit « Je vais réduire fortement la dépense publique en boostant l'investissement public ». Et c'est ce qu'il a fait. Donc c'est possible dans des circonstances qui sont des circonstances même exceptionnelles. Voilà, donc pas de spleen, pas de neurasthénie. Honnêtement, quand on essaie de voir l'avenir à court moyen terme de la France, c'est compliqué, mais on sait qu'il est possible de s'en sortir, on l'a déjà fait, et je pense que la France le fera à nouveau. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. C'est toujours un plaisir. Merci Jean-Marc. Merci à vous.